Alors quand on attaque l'audio 3D, en tout cas les technologies 3D vont de pair avec ce qu'on appelle l'audio orienté objet. On n'a pas encore trouvé un terme marketing très sexy pour parler d'audio orienté objet, mais quelle que soit la langue, on ne trouve pas encore le terme. Mais le premier qui trouve aurait gagné. L'audio orienté objet, c'est tout simplement... De donner une liberté créatrice aux créateurs, aux mixeurs, aux réalisateurs, pour raconter son histoire avec plus d'espace, avec plus de possibilités, qui s'en servent dans l'histoire, qui s'en servent aussi pour emmener le spectateur dans son film. Et donc en fait, on part du principe qu'un son est un objet sonore, et cet objet sonore va pouvoir être déplacé dans l'espace ou rester à une même place aussi. Hein. On n'est pas obligé d'avoir des choses qui fusent dans tous les sens, mais c'est l'idée d'avoir quelque chose de fin et de précis. Comme on a plus de résolution en image quand on passe par exemple à l'Ultra HD, là avec le mixage objet pour l'audio 3D, on apporte plus de résolution à l'espace sonore. Donc en fait, le mixage orienté objet, c'est quelque chose qui se pratique depuis quand même un certain temps. Si on y pense, en fait, à la base, quand vous faites une session Pro Tools et que vous mixez dans Pro Tools, vous avez des pistes séparées dans lesquelles vous mettez des informations de spatialisation sous forme d'un pan. Et c'est simplement qu'à la fin du processus de mixage, en fait, on couche ça sur deux canaux stéréo ou bien sur un 5.1. Et donc on fiche complètement les informations de spatialisation pour un dispositif donné qui est en gros un setup stéréo ou un setup 5.1. Et en fait le mixage orienté objet, ça va revenir à pas forcément énormément changer les habitudes de travail, mais juste se situer à un niveau d'abstraction un tout petit peu au-dessus, où en fait au lieu de coucher ça sur un format qui est vraiment le format lié à la musique ou au cinéma de façon traditionnelle, on va coucher ça de façon plus abstraite, on va garder les pistes plus séparément, on va garder leurs informations de position, et ça va être plutôt au niveau de la restitution où on va s'adapter le mieux possible au système disponible. Donc, que ça soit un casque, que ça soit des haut-parleurs, 2, 4, 5, 10, 12, 14 ou n'importe quoi, ou bien des barres de son. So you're totally free, and this is the goal with the object-oriented approach. You can, at the end consumer side, you're totally open to work with. It fits to the possibility of the end user, and it means individually. So if one has 9.1, then you get 9.1. If one has 5.1, you get 5.1. If one has stereo, you get stereo, and if one have 22.2 or 50.1, he gets 15.1, and it sounds totally crazy. But it is the same mix. Voyons si tu fais l'affaire. Alors au cinéma, ça va être très simple. On va faire par exemple une belle nappe, une belle ambiance de plage, et on va vraiment faire passer une mouette comme un objet individuel qui va traverser l'écran de gauche à droite pour bien suivre la trajectoire de la mouette dans l'image, par exemple. En télévision, on a beaucoup plus de contraintes comme en radio, puisqu'on a une bande passante très très limitée, on a beaucoup moins d'informations que l'on peut envoyer vers l'auditeur, donc il faut faire un choix. Là où le cinéma peut se permettre 100, 200 objets à la même seconde à rendre, en télévision, on va avoir 3-4 objets maximum. Donc il va falloir prémixer beaucoup de choses, et la créativité des ingé-sons de télévision va être plutôt liée à leur choix de l'objet dans telle ou telle scène qu'ils vont vouloir mettre en avant. Le plus évident pour que la télévision soit un média accessible, grand public, ça va être travailler en premier lieu sur l'intelligibilité. Et beaucoup de monde se plaint en tout cas de soucis d'intelligibilité.
On a aussi une population qui vieillit et qui n'est pas forcément toujours équipée d'un très bon système d'écoute. Par exemple, en 2020, il y aura 180 millions de plus de 65 ans en Europe. Et sur ces 180 millions, il y en aura plus de 40% qui seront malentendants. Donc il est indispensable de trouver des solutions. Et l'audio orienté objet en est une. Par exemple, si chaque mixeur se met à délivrer sa version française de son mix, mais plus en tant qu'objet à part, délivre les dialogues uniquement de ce programme, grâce à un lecteur audio intelligent, l'auditeur qui aura des problèmes peut-être d'intelligibilité pourra décider d'augmenter juste le niveau des dialogues par rapport aux autres éléments du mixage. On pourrait avoir la même chose en remplaçant simplement une version française par une version anglaise, en substituant là aussi le canal des dialogues. Mais après, on a tout un tas d'autres recherches qui sont notamment dans le domaine du sport, de pouvoir bénéficier de commentaires au choix, alors soit le commentaire de son équipe dont on est fan, idem au niveau des ambiances de stade. On peut avoir tout un tas de solutions interactives qui vont naître, et là aussi on rejoint un peu le jeu vidéo, mais on peut tout à fait imaginer que grâce à ces objets audio, on ait une émission de radio qui par exemple s'adapte au cours du temps par rapport au trajet de métro que l'on a. Si on a 6 minutes pour écouter une émission de radio, eh bien, si l'ensemble de l'émission est segmenté en objets, on peut très bien imaginer que le lecteur puisse avoir des instructions pour reprogrammer une version de 6 minutes de l'émission qu'on veut regarder, après tout. Donc c'est tout un tas d'opportunités éditoriales et créations qui sont autorisées par cet audio orienté objet, et c'est sans doute ce qui pourrait devenir une réalité d'ici 4-5 ans.